Bonjour Jean-Guy Talamoni. Bonjour. Vous allez être reçu d'ici 1 heure maintenant par le Premier ministre Édouard Philippe à Matignon. Vous êtes reçu, ces discussions, elles arrivent dans un climat politique inédit. Votre coalition n'a jamais été aussi forte et parallèlement, le gouvernement se dit ouvert à des discussions, peut-être à une évolution de la Constitution. Dans quel état d'esprit, précisément, vous rendez-vous à cette rencontre avec Édouard Philippe ? Un état d'esprit particulièrement ouvert. Et nous espérons que cet état d'esprit sera partagé de l'autre côté de la table. Non, nous avons un mandat qui nous a été donné par les électeurs, par le suffrage universel, à la majorité absolue, autour d'un projet qui est un projet précis, cohérent. Nous allons donc demander au gouvernement de prendre en compte, de discuter déjà des différentes orientations de ce projet. Et puis, je pense que si la bonne volonté est partagée d'un côté et de l'autre de la table, on avancera. Mais quel message précisément portez-vous à l'exécutif ? Qu'est-ce que vous demandez clairement à Emmanuel Macron et à Édouard Philippe, à l'exécutif ? D'abord, il faut prendre en compte, je dirais, le caractère éminemment politique de ce qui s'est passé. Ça n'est pas le renouvellement d'une assemblée administrative. Les Corses ont voté à la majorité absolue pour une liste entièrement composée de nationalistes. Donc si les mots ont un sens, et puis si on fait le crédit aux Corses de savoir ce que signifient les mots, ça veut dire que les Corses ont dit par leur vote que la Corse n'est pas une circonscription administrative, que la Corse est autre chose, que la Corse est une nation. C'est un fait politique. Cela ne veut pas dire que la Corse doit être indépendante demain. Moi, vous savez, je suis indépendantiste, mais nous avons un accord avec les autonomistes et pour les 10 ans qui viennent, ce ne sera pas à l'ordre du jour l'accession à l'indépendance. Mais la nation corse, elle a été affirmée par les Corses. Et la nation, si on s'en réfère aux meilleurs auteurs français, en tout cas ceux qui font référence, Ernest Renan, le plébiscite de tous les jours, existe en Corse et il a même été confirmé à 3 reprises en 2 ans par un suffrage en bonne et due forme. Alors la question de l'autonomie et de l'indépendance, on va y venir, mais parlons tout d'abord de l'évolution institutionnelle. Jean-Guy Talamoni, vous demandez que le mot Corse soit inscrit dans la Constitution. Quel type de référence précisément pour être inscrit dans la Constitution ? Alors pas seulement c'est un des points importants. Un point important, pas seulement le mot Corse, mais un dispositif. Mais c'est ce que vous demandez, oui, que le un mot dispositif Corse soit inscrit dans la Constitution française. Tout à fait. Nous avons besoin d'un dispositif intégré à la Constitution française pour pouvoir, à un moment donné, permettre à l'Assemblée de Corse de prendre des décisions dans le domaine législatif et réglementaire, dans un certain nombre de domaines, le domaine fiscal, le domaine linguistique, le domaine foncier, c'est très important. Bon. Et nous pensons qu'il ne faut pas se contenter de mettre la Corse, je dirais, dans cette espèce de globalité, puisqu'on parle aujourd'hui, à l'échelle de la France, de remplacer le droit à l'expérimentation par le droit à la différenciation. C'est très intéressant, c'est sûrement très intéressant pour la France, mais nous, ça ne nous suffira pas. Parce que si nous cherchons à avancer dans tel ou tel domaine, qu'il s'agisse du domaine linguistique ou du domaine fiscal, on va évidemment nous opposer d'autres dispositifs, d'autres dispositions constitutionnelles, par exemple pour la langue, l'article 2, ou bien voilà, donc il nous faut véritablement dans la Constitution un dispositif qui nous permette de déroger et explicitement dans un certain nombre de domaines. Et ça va être vraiment un point important de nos discussions. Justement, parmi les lignes rouges, les points d'achoppement, Jacqueline Gourault, la Madame Corse du gouvernement l'a dit, ils ne bougeront pas sur la co-officialité de la langue corse. Quelle est votre position là-dessus ? Notre position, c'est évidemment celle pour laquelle nous avons été mandatés par les Corses, c'est-à-dire la co-officialité. Et d'ailleurs, ça n'est pas seulement la position de notre majorité, puisque la co-officialité, la demande de co-officialité a été formulée par l'Assemblée de Corse avant même que nous prenions le pouvoir et avec des élus qui n'étaient pas nationalistes. Il y avait bien sûr les nationalistes, mais pas seulement. Donc c'est quand même une demande qui est une demande de la société corse et de ses représentants. Mais si nous allons discuter avec le gouvernement et s'il y a un problème co-officialité, c'est une démarche, c'est aussi un mot, co-officialité. Nous avons besoin très concrètement d'un certain nombre de choses pour la langue corse. Le fait qu'à un moment donné, une entreprise puisse formuler une offre d'emploi avec langue corse demandée. Aujourd'hui, ça n'est pas possible et c'est important pour nous pour faire de la langue corse la langue de la promotion sociale, la promotion professionnelle. Ça n'est pas possible parce qu'aujourd'hui, ça serait illégal. Ça serait illégal, clairement. Et d'ailleurs, le cas a déjà été soumis
À l'époque, c'était à la NPE, donc il y a quelques années, et la NPE avait refusé de recevoir donc la demande. Mais c'est important pour des raisons pratiques, c'est pas du tout de l'idéologie. C'est simplement pour pouvoir faire de cette langue la langue de la promotion sociale et pour pouvoir faire en sorte que, y compris les parents d'élèves qui ne sont pas d'origine corse, trouvent un intérêt à ce que leurs enfants apprennent cette langue que nous voulons partager avec tous ceux qui habitent la Corse. Jean-Guy Talamogne, parlons maintenant du dossier des prisonniers. Les prisonniers corses, vous souhaitez bien évidemment mettre cette question, vous l'avez dit, au cœur des négociations. Vous demandez et le rapprochement et l'amnistie, c'est bien ça? Oui, alors le rapprochement, c'est une mesure transitoire, bien sûr, mais nous considérons que les nationalistes corses n'ont pas vocation à être en prison, que ce soit ici ou bien que ce soit en Corse. Donc effectivement, notre demande fondamentale, c'est l'amnistie. S'agissant du rapprochement, c'est l'application de la loi, simplement. Et ça serait un geste, un signal important que ce soit fait dans les jours à venir. Et cette amnistie, elle concernerait, pour parler très clairement, y compris le commandant Erignac, alors l'amnistie, y compris Yvan Colonna. Bien sûr, l'amnistie pour nous, et c'est la position de notre majorité, concerne l'ensemble des faits politiques, des faits politiques. Et l'affaire donc du préfet Erignac est évidemment, quoi qu'on puisse en penser, une affaire politique, une affaire de nature politique. Donc nous pensons pour notre part que le gouvernement doit discuter sereinement de ces questions avec nous. Et nous avons évidemment en charge un projet qui a été validé par les Corses. Et notre projet est aussi, je dirais, a aussi cette dimension. Nous pensons qu'il serait injuste que ceux qui ont payé le prix le plus fort, je le dis d'une manière générale, les prisonniers, les recherchés, ne soient pas inclus dans une solution politique. Dans tous les pays. Quand on vous dit que ce ne sont pas des prisonniers politiques, mais des prisonniers, il n'y a pas de prisonniers politiques en France, il y a des prisonniers de droit commun. Oui, mais c'est une. Yvan Colonna a été condamné pour un assassinat. Vous savez, lorsqu'on dit. Il y a les questions, il y a les questions individuelles, mais lorsque l'on dit il n'y a pas de prisonniers politiques en France, c'est véritablement une argumentation spécieuse, puisque à d'autres périodes, s'agissant y compris de la Corse, on a voté des lois d'amnistie qui concernaient les faits en relation avec la détermination du statut de la Corse. Ça s'est fait il y a quelques dizaines d'années, et donc il y a effectivement aujourd'hui dans les prisons françaises des personnes qui sont détenues pour des faits politiques, tout simplement. Emmanuel Macron, justement, se rend en Corse le 6 février pour les 20 ans de la mort du préfet Erignac. Vous avez déjà dit que vous ne vous rendrez pas à cette commémoration. Vous ne pensez pas justement que ce serait un signe d'apaisement de s'y rendre? Vous savez, moi, il y a 2 ans, lorsque j'ai été élu président de l'Assemblée de Corse, quelques semaines plus tard, il y a eu la commémoration, comme tous les ans, donc, de la mort du préfet Erignac, et on m'a posé la question, et j'avais publié à l'époque un texte qui me semble un texte équilibré, par lequel j'exprimais ma compassion à l'endroit de la mémoire et de la famille des proches du préfet Erignac, et je disais que compte tenu de mon parcours, puisque en ce qui me concerne, je n'ai jamais, pendant 40 ans, condamné le recours aux armes, même si j'ai souvent pris des distances s'agissant de certaines actions, dont celle-là. Mais j'avais dit très clairement que ma présence n'était pas opportune, qu'elle n'était certainement pas d'ailleurs souhaitée par les premiers concernés, et qu'elle serait déplacée. Aujourd'hui, je n'ai pas changé d'avis, mais je fais quand même observer que depuis 2 ans, en ce qui me concerne, j'ai marqué ma compassion s'agissant de la mémoire et de la famille du préfet Erignac. Je n'ai pas entendu jusqu'à présent, c'est même pas un reproche d'ailleurs, mais un seul responsable parisien marquer sa compassion à l'égard de la famille de Jean-Baptiste Acquavive ou des autres morts pendant ces 40 années de conflit. Et moi, je crois que la réconciliation, elle devra se faire progressivement. Il faut laisser le temps faire son œuvre, mais aujourd'hui, nous en sommes là. Très bien. Merci Jean-Guy Talamogne. Je vais vous laisser vous rendre justement à Matignon rencontrer Édouard Philippe, le Premier ministre. Merci. Pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Vous avez la parole, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, vous avez annoncé la semaine dernière votre décision d'abandonner le projet de construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Vous avez mis fin à de longues années de fuite en arrière des exécutifs qui vous ont précédés. Il est temps que la voix de l'État retrouve sa crédibilité. En cela, notre groupe, dans toute la diversité de ses expressions, salue votre décision. Désormais, va s'ouvrir
la phase de l'évacuation de la ZAD qui regroupe, je le rappelle, des occupants sans droit ni titre. Vous avez ainsi choisi une double approche en fixant au printemps prochain le dernier délai d'évacuation des lieux tout en exigeant le déblocage immédiat des routes. Pour notre groupe, il n'est pas acceptable que des expressions minoritaires bloquent tout projet au mépris des processus démocratiques. C'est pourquoi nous attendons des précisions sur le calendrier que vous mettrez en œuvre. Mais une question plus large se pose, celle de l'intangibilité de l'ordre républicain dans les autres ZAD, où l'on estime une cinquantaine placés sous la surveillance des services de renseignement. Nous faisons nôtre les mots du président de la République lorsqu'il a dit « Je ne veux plus voir ce genre de ZAD en France ». Monsieur le Premier ministre, mon interrogation est donc très simple. Quelles mesures comptez-vous prendre pour assurer le maintien de l'ordre républicain et faire respecter l'autorité de l'État en mettant fin à ces zones de non-droit? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président, il y a une double question, si j'ose dire, dans votre question. La question du calendrier que nous nous sommes fixés après que j'ai pris la décision que vous avez vous-même évoquée. C'est en réalité d'ailleurs une double décision qui a été prise la semaine dernière. La première consistant à mettre un terme au projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes en constatant que les circonstances qui auraient pu permettre sa construction n'étaient pas réunies. Et la deuxième décision de revenir à la légalité dans cette zone qui fut longtemps une zone d'aménagement différé, puis une zone à défendre, puis une zone d'autonomie définitive pour certains. Le retour de la légalité dans cette zone doit se faire en deux temps. D'abord, vous l'avez évoqué, la libération des axes routiers qui traversent la zone. Elle sera effective avant la fin de la semaine. Ensuite, le départ de ceux qui, depuis fort longtemps, Monsieur le Président, vous le savez, occupent sans titre des terrains qui ne leur appartiennent pas. Le respect de la loi exige que nous attendions la fin de la trêve hivernale pour pouvoir procéder, le cas échéant, à l'expulsion de ceux qui occupent sans titre ces terrains. Il se trouve, Monsieur le Président, qu'au cours de la législature précédente, les conditions dans lesquelles certains occupants peuvent être regardés comme résidents et donc bénéficient de la trêve hivernale ont été étendues. Je le constate, c'est la loi. Je le constate, c'est la loi. Mais il est clair donc qu'à l'expiration de la trêve hivernale, il faudra que ceux qui sont des occupants sans titre aient libéré les lieux. Sinon, il faudra les expulser conformément à la loi. La vocation agricole des terrains étant affichée, les propriétaires qui avaient été expropriés pourront, dans le cadre légal, redevenir, s'ils le souhaitent, propriétaires des terrains. Les autres auront vocation à acheter des terrains. En tout cas, tout ça se passera dans un cadre légal qui ne supporte pas l'idée que des occupants sans titre puissent y demeurer. La deuxième partie de votre question, Monsieur le Président, a trait au futur, aux autres lieux, aux autres projets qui pourraient être contrariés, dont la réalisation pourrait être contrariée par la présence de ceux qui s'opposent parfois de bonne foi à tel ou tel projet d'infrastructure, mais d'un très grand nombre aussi de gens pour qui l'opposition à tel ou tel projet n'est pas véritablement l'opposition à tel ou tel projet, mais bien une opposition frontale, parfois violente, à une façon de prendre des décisions et à ce que peut représenter l'État. Et pour que nous puissions faire prévaloir ce à quoi nous sommes tous attachés, il faut que nous évitions de nous trouver dans la situation dans laquelle le gouvernement, et d'une certaine façon le pays, se trouvait à Notre-Dame-des-Landes. C'est-à-dire qu'il faut éviter l'enracinement, l'occupation durable de terrains, parfois même la préparation physique des terrains pour créer le maximum de troubles à l'ordre public. Ce qui veut dire qu'il faut agir tôt, et c'est exactement le sens
de la remarque que vous avez citée du président de la République. C'est au fond un art d'exécution. Nous devons faire en sorte de réagir suffisamment tôt pour que jamais nous nous trouvions à nouveau dans une situation où la division est telle que le projet ne peut plus avancer. Voilà en tout cas, Monsieur le Président, ce qui est devant nous. Ce sera une tâche difficile et nous sommes déterminés à la remplir. La parole est maintenant au président Bruno Retailleau pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, la réponse que vous avez faite au président Jean-Claude Ruquier ne nous a pas convaincus. Parce qu'en réalité, à Notre-Dame-des-Landes, c'est bien le chantage à la violence qui a gagné, qui a payé. Il a payé, malgré 179 décisions de justice, toutes favorables. Il a payé malgré la légitimité du suffrage universel, malgré la promesse, malgré l'engagement solennel du président de la République. L'abandon de Notre-Dame-des-Landes, en réalité, c'est le triomphe des ultras, le triomphe des zadistes, et il suffisait, pour s'en convaincre, de regarder la télévision et les images de la télévision. Vous pouvez d'ailleurs demander à votre secrétaire, votre ministre d'État, Nicolas Hulot, lorsqu'il était venu dans cette ZAD, il en était ressorti avec des épluchures sur la chevelure. Vous savez, Monsieur le ministre, Monsieur le Premier ministre, c'est un terrible message. C'est un terrible message vis-à-vis de l'autorité de l'État, vis-à-vis de tous les élus de la République aussi, qui s'échinent au quotidien à prendre des décisions difficiles et qui savent désormais qu'une minorité agissante peut bloquer un projet d'intérêt général. C'est aussi un message terrible vis-à-vis de nos territoires de l'Ouest des Pays de la Loire. Il y a quelques semaines, nous avons appris que notre grand port maritime n'était plus au niveau d'un port national. Et désormais, vous nous avez appris mercredi dernier que pour prendre l'avion, il faudrait d'abord prendre le train pour aller à Paris. À Paris, toujours à Paris. Est-ce là, Monsieur le Premier ministre, la conception que vous vous faites de l'aménagement du territoire? Vous avez pris une décision, il faut désormais prendre vos responsabilités. Que ferez-vous pour accompagner désormais le désenclavement de l'Ouest et des Pays de la Loire? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président Retailleau, j'entends dans votre question de la déception, de la colère et de l'inquiétude. Je ne suis pas sûr de pouvoir faire disparaître la déception, je suis même certain du contraire. Je ne suis pas sûr de pouvoir faire passer la colère, j'espère au moins pouvoir donner quelques réponses et quelques raisons de faire baisser cette inquiétude. Oui, mercredi dernier, j'ai pris une décision. Elle n'était pas facile. Elle était fondée sur l'ensemble des éléments qui étaient en ma possession au moment où j'ai dû la prendre. Sur l'ensemble des procédures, des décisions de justice, des consultations qui avaient été rendues depuis le début très ancien de cette procédure. Sur l'ensemble des consultations que j'avais conduites avec les élus locaux et nationaux que j'ai eu le plaisir, je le dis, de rencontrer et d'écouter. Sur une analyse d'une situation qui m'est apparue une situation exceptionnelle, une situation de division exceptionnelle, une situation que, et pardon Monsieur le Président, car ce que je vais dire vous heurtera peut-être, une situation que collectivement notre pays a laissé se développer depuis bien longtemps déjà sur la zone de Notre-Dame-des-Landes. Et en disant cela, je ne pointe les responsabilités de personne, je formule un constat. Les occupations illégales ont commencé il y a plus de 8 ans, vous le savez comme moi. Les tentatives dans le passé d'évacuer la zone ont échoué. Et nous nous trouvons aujourd'hui dans une situation où, à la différence, et c'est une différence, pardon, mais je crois que c'est une différence, à la différence de beaucoup d'autres projets où des oppositions locales existent, mais où un mouvement puissant, laissant à penser qu'effectivement l'infrastructure de transport, par exemple, concernée, va apporter un plus, nous étions dans une situation de division et une situation où chacun était comme entranché dans ses positions
allant vers un affrontement certain. J'ai considéré que, au regard de tous ces éléments, il fallait à la fois prendre une décision et en sortir. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que cette décision était irrévocable. Et qu'il fallait rétablir ce qui, depuis trop longtemps, n'était qu'un mythe, l'état de droit sur la zone. Cela passe par le rétablissement de la circulation routière, qui est interrompue depuis bien longtemps, Monsieur le Président, vous le savez parfaitement, et l'occupation illégale des terres, ce qui sera fait dès lors que la trêve hivernale sera achevée. Reste le problème de fond, qui est un problème difficile, celui des besoins de mobilité du Grand Ouest, Bretagne, pays de la Loire. Reste le besoin de meilleures connexions aux grandes infrastructures aéroportuaires, aux flux de développement économique. Et la question est posée. J'ai indiqué que, pour y répondre, nous consulterions rapidement, une fois le temps de la déception et de la colère passé, ou en tout cas une fois le temps de la décision que nous avons prise intégré, nous consulterions l'ensemble des acteurs décisifs de ces questions de mobilité du Grand Ouest. Et Madame la ministre des Transports se rendra vendredi et samedi à Rennes, à Nantes, rencontrer les élus qui voudront bien la rencontrer pour étudier avec eux ce qui est possible de faire à court terme, à moyen terme et à long terme. J'ai indiqué un certain nombre de pistes sur le court terme. C'est notamment le réaménagement, le plus rapidement possible, des infrastructures de Nantes Atlantique. On peut le faire en 2 temps. Le premier temps, c'est la construction d'un nouvel aérogare et l'aménagement de nouveaux taxiways. Ça se passe sur l'emprise de l'aéroport, il n'y a pas d'expropriation à faire, il y a un permis de construire, une négociation avec l'opérateur et ensuite une construction. Ça peut se faire à court terme, sans gêner l'exploitation de l'aéroport existant, non pas à long terme, mais après cette première étape, se posera la question de l'allongement de la piste existante, qui présente des avantages, celui de réduire les nuisances sonores à Nantes, mais qui présente des inconvénients, celui d'augmenter peut-être les nuisances sonores, de façon certaine, sur les communes qui se trouvent en bout de piste, au sud, je pense notamment à Saint-Aignan-de-Grandlieu. Il faudra voir dans quelle mesure les propriétaires des infrastructures existantes, à Rennes, à Nantes, à Lorient, dans le Grand Ouest, pourront mettre en réseau leurs équipements et les développer. Et, Monsieur le Président, ces questions-là ont pu par le passé être posées, mais elles ont toujours été analysées avec l'idée que Notre-Dame-des-Landes se ferait. Je pressens que la discussion que nous aurons avec les élus locaux, avec les opérateurs, nous permettra de dessiner des solutions d'investissement permettant d'améliorer la desserte aérienne. S'agissant de la desserte ferroviaire, il faudra voir dans quelles conditions il est possible de rejoindre les grandes plateformes aéroportuaires. Parce que, Monsieur le Président, je prends le monde tel qu'il est. Aujourd'hui, en France, les grandes plateformes aéroportuaires susceptibles de développer des vols long courriers internationaux, c'est Paris et Nice. Je ne dis pas que cela condamne les autres, mais je constate qu'à Lyon, qui n'est pas une petite agglomération, et qui n'est pas une agglomération qui manquerait de dynamisme, et qui est une agglomération qui se trouve à 2 heures de Paris par le TGV, l'aéroport a une fonction qui est une fonction nationale, européenne, mais qui n'est pas une grande plateforme internationale de dimension étant susceptible d'être compétitive sur le plan international. Il faudra donc répondre point par point à ces questions de mobilité. C'est un travail indispensable. Nous y sommes prêts. Ce sera difficile. Mais nous n'avons pas d'autre choix. Et je le dis très tranquillement, très sereinement, très sincèrement, nous n'avons pas d'autre choix pour améliorer les questions de mobilité dans le Grand Ouest. Je suis prêt à ce travail. Monsieur Retailleau, quelques secondes. Si, monsieur le Premier ministre, vous aviez un autre choix. Vous aviez le choix non pas de la facilité, mais du courage. Je voulais le dire ici aujourd'hui. L'abandon de Notre-Dame-des-Landes, c'est la victoire d'une violence physique. C'est aussi la victoire d'une violence symbolique, celle faite au pacte civique qui lie les Français entre eux et qui repose sur le droit et sur le vote. Merci. La parole est maintenant à Madame Catherine Dumas pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre,
C'est par voie de presse que les élus ont appris ce week-end l'abandon de la candidature de la France à l'exposition universelle de 2025. Cette décision unilatérale, précipitée et sans concertation préalable des porteurs du projet est une mauvaise nouvelle pour la France et pour la région capitale dont je suis élue. Depuis le lancement officiel de l'association Expo France 2025 en 2013, lors d'une conférence au Grand Palais à Paris, les soutiens politiques, les soutiens citoyens de tous bords sont venus renforcer cette formidable aventure collective. Cette décision est regrettable, préjudiciable pour la France à plusieurs titres. Un très grand nombre d'acteurs économiques étaient partie prenante dans ce projet, de la petite PME au plus grand nom des réussites économiques de notre pays, et en permettaient le financement. L'exposition universelle de 2025 aurait permis de mettre en valeur les savoir-faire, la capacité d'innovation de notre pays. En un mot, Monsieur le Premier ministre, contribuer à son rayonnement. Enfin, Monsieur le Premier ministre, doit-on comprendre que ce renoncement a pour corollaire l'abandon du projet de la ligne 18 du Grand Paris Express pour 2024, qui doit relier Orly à Versailles, en passant par la vitrine scientifique que constitue le plateau de Saclay? Nous attendons votre réponse, Monsieur le Premier ministre, car nous sommes inquiets. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, vous m'interrogez sur le projet d'exposition universelle. Ce projet est ancien, il a été porté depuis longtemps par des équipes qui souhaitaient le faire aboutir, qui ont mis beaucoup de cœur, beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme, et je ne méconnais pas la déception qui peut être la leur, ainsi que le travail qui a été réalisé. Il se trouve, Madame la sénatrice, que très tôt, lorsque ce gouvernement a été nommé, parce que le projet devait intervenir en 2025, parce qu'il engageait la parole de la France, et pas simplement la parole des promoteurs de ce projet, nous nous y sommes intéressés. Et nous avons dit dès le début que si le projet nous paraissait soutenable, apporter toutes les garanties relatives aux lignes principales qu'il se proposait de suivre. Je pense notamment au fait qu'il n'y aurait pas d'appel à des subventions publiques dans le cadre de ce projet. Nous le soutiendrions. Le 28 septembre dernier, Madame la sénatrice, nous avons franchi une étape supplémentaire, celle du dépôt du dossier de candidature proprement dit. Et à ce moment-là de la procédure, j'avais dit très clairement, après m'être rapproché d'un certain nombre d'acteurs élus locaux, combien l'État se gardait l'entière possibilité de ne pas donner suite à ce projet si des garanties solides n'étaient pas apportées, que ni l'État ni les collectivités territoriales n'auraient à venir abonder financièrement le projet tel qu'il était pensé. Et je l'ai dit, Madame la sénatrice, très précisément. Il y a quelques jours, les deux personnalités chargées de la mission d'analyse et de l'accompagnement du projet m'ont remis leur rapport, le 18 janvier dernier. À ce rapport était jointe une note de la Direction générale du Trésor qui procédait à une analyse approfondie du modèle économique transmis fin décembre par l'association. L'ensemble est bien entendu à votre disposition. Que disait cette note? Que le modèle économique du projet comportait plusieurs faiblesses structurelles. Un équilibre économique qui reposait au moins à hauteur d'environ 300 millions d'euros sur une hypothèse de cession gratuite du foncier par l'établissement public d'aménagement Paris-Saclay. Une cession gratuite du foncier par un établissement public, ça s'appelle fondamentalement une subvention publique. Que les fréquentations présentées ne permettaient pas d'atteindre le montant des recettes avancées. Enfin, que l'association qui affirmait, qui portait, qui souhaitait même d'ailleurs que l'ensemble des partenaires privés apportent la garantie du projet, avait du mal, c'est le moins qu'on puisse dire, à garantir cet engagement, sauf à ce que l'État lui-même garantisse les éventuelles questions qui se poseraient. Autrement dit, il nous est apparu assez tôt que le projet était peut-être beau, mais qu'il n'était pas, alors que nous devions définitivement engager la parole de notre pays,
suffisamment solide. Et j'en ai, Madame la sénatrice, tiré les conséquences. Parce que si nous étions dans une situation budgétaire dans laquelle nous pouvions nous dire « on verra bien, ça ira tellement mieux ». Mais nous ne sommes pas dans cette situation-là, Madame la sénatrice. Nous sommes dans une situation où, depuis très longtemps, notre pays considère qu'on verra plus tard. Oh, ça n'est pas complètement, mais on verra plus tard. Eh bien, je crois que ça n'est pas raisonnable. Et c'est le sens de la décision que j'ai prise. Et ne voyez aucune autre raison que celle que je viens d'évoquer. Car vous avez voulu faire le lien, Madame la sénatrice, vous avez posé la question, et c'est parfaitement votre droit, d'un éventuel lien avec les travaux à réaliser dans le cadre du Grand Paris Express, de ce projet monumental et remarquable de définition d'un nouveau mode de transport en commun, de nouveaux modes au pluriel de transport en commun dans toute la région Île-de-France. J'observe qu'en la matière, les difficultés techniques sont considérables. Le projet est essentiel, mais les difficultés techniques sont considérables. J'observe que la Cour des comptes nous dit que, par rapport au moment où il a été pensé et au moment où nous nous trouvons, la dérive budgétaire nécessaire pour financer ce projet est elle-même considérable. Et je pense que ni vous ni moi, Madame la sénatrice, ne pouvons faire comme si ça ne l'était pas grave, comme si, au fond, on verrait bien plus tard. Je dois donc intégrer cette dimension budgétaire. Nous devons tous intégrer cette dimension budgétaire pour faire en sorte que le projet arrive à son terme. Et je le dis très clairement, Madame la sénatrice, mon objectif, c'est que le projet du Grand Paris Express arrive à son terme. Car c'est un bon projet. Mais aujourd'hui, il est sur des bases fragiles. Technologiquement, dans la réalisation des travaux, vous savez comme moi les difficultés qui sont liées au fait que les travaux du Grand Paris Express viennent croiser les... Pour vous, peut-être François Patriat, qu'avez-vous pensé de cette conférence de presse de Gérard Larcher? Est-ce qu'il a finalement décidé de jouer le rapport de force avec Emmanuel Macron? J'ai participé à la commission avec les éminents juristes autour de moi. Cette commission, et je peux dire que dans cette commission, dans 9 cas sur 10, nous avons trouvé un accord. Alors, qu'est-ce que fait le président aujourd'hui? Le président est à la fois dans son rôle et dans son personnage. Habile, d'une volonté conciliatrice, mais dans le même temps fixant des lignes rouges. Ces lignes rouges correspondent-elles à ce qu'a dit le président de la République lors du Congrès? Lors du Congrès, le président de la République a dit qu'il voulait une réduction d'un tiers du nombre de parlementaires, qu'il voulait un certain nombre de mesures qui étaient faites de la représentation territoriale par ailleurs, qu'il voulait introduire une part de proportionnel. Je pense que sur ces sujets, il est difficile aujourd'hui, au président de la République, de revenir en arrière. Donc, est-ce que c'est un point de rupture en disant je ne veux pas de rupture, je ne veux pas? Je ne le pense pas, parce que je connais la faconde du président. Je connais aussi sa ténacité et son habileté. Donc, vous dire s'il souhaite vraiment un accord, je n'en suis pas convaincu. Hervé Marseille, on voit que le président du Sénat pose sur la table finalement l'ensemble de ses exigences. C'est un moyen de peser pour lui dans les négociations à venir? Écoutez, d'abord, c'est une réforme que le Sénat n'avait pas demandée. C'est une réforme qui est proposée par le président de la République. C'est légitime et on l'aborde tranquillement. Il y avait, François Patriat vient de le dire, un groupe de travail qui regroupait toutes les sensibilités présentes au Sénat. Et moi, je veux saluer la façon dont le président du Sénat a abordé ce travail, parce qu'il a travaillé en toute transparence. François Patriat l'a dit. On a travaillé collectivement et on a abordé l'ensemble des sujets. Donc, il a restitué les travaux que nous avions réalisés et en même temps, il a défendu l'institution en disant, sur un certain nombre de sujets qu'on va peut-être aborder, on est globalement, à peu de choses près, tous d'accord pour dire que ça n'emporte pas d'observation. En revanche, c'est normal, il est dans son rôle institutionnel de président du Sénat, il défend le Sénat. Et à partir du moment où il va y avoir moins de parlementaires, et singulièrement moins de sénateurs, qu'on va parler de sujets qui ne sont pas dans la Constitution. Parce que là est le problème, c'est qu'on va aussi aborder des sujets qui sont hors Constitution, mais qui découlent de cette réforme constitutionnelle. Eh bien, c'est normal qu'il fasse connaître dès à présent les lignes de défense du Sénat en disant voilà ce que le Sénat n'acceptera pas, parce qu'il en va aussi de la vie du Sénat et de la vie de cette institution.
Philippe Bas, avant de rentrer dans le détail des propositions du Sénat, à travers les propositions de Gérard Larcher, est-ce qu'il y a un risque, avec cette révision constitutionnelle, d'affaiblir le Parlement, selon vous? Les propositions du président Larcher, après les travaux de notre groupe de travail, qui ont été des travaux, je crois, on peut le dire, très, très approfondis, visent précisément à faire en sorte que cette révision constitutionnelle soit l'occasion de renforcer les pouvoirs du Parlement. Au fond, nous sommes généralement des défenseurs de la Ve République, mais il ne faut pas que la Ve République installe une sorte d'hypertrophie du bloc majoritaire, un président tout-puissant, un gouvernement qui lui est subordonné, une Assemblée nationale déférente. Il faut qu'il y ait du débat, il faut, ne serait-ce que pour que tous les points de vue soient pris en compte, un Parlement qui joue pleinement son rôle de pouvoir délibératif. Au fond, le travail de la loi n'est pas fini quand le gouvernement l'a adopté en Conseil des ministres. S'il y a un Parlement dans notre pays, comme dans toutes les démocraties occidentales, c'est pour améliorer la qualité de nos lois. Et les propositions de Gérard Larcher, si vous les examinez dans le détail, vous voyez qu'elles tendent toutes à dire la question du nombre, parlons-en. Mais ce qui est important pour nous, c'est le rôle du Parlement. Si je dis du département, c'est que c'est un point important aussi, et on y viendra tout à l'heure. Le rôle du Parlement dans les institutions de la Ve République. Va-t-on vers une accentuation de l'hypertrophie du pouvoir exécutif adossé sur la majorité à l'Assemblée nationale, ou va-t-on vers un espace plus grand ouvert à la délibération? Eh bien, nous souhaitons aller vers un espace plus grand ouvert à la délibération parlementaire. Marie-Pierre Gontry, c'est comme ça que vous analysez ces propositions. C'est aussi un moyen de renforcer le rôle du Parlement, de placer au cœur des débats cet aspect de la délibération, comme vient de le dire Philippe Bas. Je crois que d'abord le président du Sénat, et tout le monde l'a salué, après une initiative qui était tout à fait bienvenue, de faire travailler tous les groupes du Sénat ensemble sur ces questions. Et il est dans un rôle institutionnel. Président du Sénat, il est normal que cette Assemblée soit acteur de cette réforme annoncée par le président de la République. C'est vrai qu'on ne sait pas encore très bien si ce serait une réforme constitutionnelle ou institutionnelle, mais pour le coup, moi je trouve intéressant que le président du Sénat ait élargi le champ de la réflexion, parce qu'on a tendance à réduire le propos, et vous l'avez introduit de cette manière, à la question du nombre de parlementaires, qui est un sujet significatif, mais qui n'est pas l'essentiel de la réflexion, me semble-t-il, que nous devons mener en France sur l'équilibre de nos institutions. Alors, je rejoins Philippe Bas, vous voyez, comme quoi on peut être socialiste et LR et partager un point de vue. La question, c'est de savoir quel est le rôle qu'on veut donner au Parlement. Et moi qui suis parlementaire depuis peu, je vois bien les pistes sur lesquelles on pourrait sans doute améliorer les choses, parce que, quelles que soient les situations politiques, il faut des contre-pouvoirs. Toujours. Et il ne faudrait pas que la réforme institutionnelle et ou constitutionnelle amène à réduire le rôle de ces contre-pouvoirs. Donc voilà, après il y a sans doute une démarche un peu tactique de la part du président du Sénat qui fixe des lignes rouges. Bon, c'est l'avis du président et de sa majorité. Les socialistes feront connaître dans quelques temps leurs propres propositions et nous allons avancer. Mais je pense que la démarche est intéressante. Et puis, il y a des sujets sur lesquels nous nous retrouvons. Alors, on en va aborder dans le détail ces propositions. On attendait beaucoup Gérard Larcher sur la question de la réduction du nombre de parlementaires. Voici sa réponse. Un parlementaire hors sol. C'est un parlementaire affaibli. C'est un parlementaire, à terme, dépourvu de la matière brute qui lui permet d'éclairer les travaux de contrôle et les travaux législatifs. Il nous faut donc concilier la démocratie du nombre et la démocratie des territoires et de la représentation des citoyens qui y vivent. C'est la raison pour laquelle nous proposons de préserver l'ancrage territorial des parlementaires en prévoyant à l'article 24 de la Constitution l'élection au moins d'un député et d'un sénateur par département ou par collectivité à statut particulier ou par collectivité d'outre-mer. Et vous pouvez déjà mettre un coup de stabilo là-dessus. Ce n'est pas une proposition pour faire bien. Jean-Philippe Derozier, un député et un sénateur par circonscription, ça vous semble un bon ratio selon vous, par département? Par département, oui, pas par circonscription.
la question n'est pas celle du ratio, mais véritablement de ce qu'a dit le président Larcher avec son coup de stabilo. Stabilo, c'était l'outil indispensable ce matin. Il n'a pas posé les lignes rouges, mais les lignes jaunes, le stabilo étant généralement jaune. Et la première condition, c'est d'inscrire dans la Constitution un minimum par département de 1 député et 1 sénateur. Et là, je crois que c'est une volonté très nette, intangible. Je ne suis pas, tel que cela a été formulé, je ne pense pas que le président Larcher reviendra sur ce point-là, pour faire la moindre réforme qui supposerait l'accord du Sénat. Et donc, même s'il s'agissait de réduire le nombre des parlementaires, il faudrait en passer par l'inscription de ce minima dans la Constitution. Sur la question du ratio, puisque vous m'avez interrogé sur ce sujet, ça porterait à au moins 100 sénateurs et 100 députés, auxquels s'ajouteraient ceux issus des collectivités à statut particulier et de l'outre-mer, disons 110 au minimum environ, et il serait complété par d'autres députés et d'autres sénateurs dans les départements plus nombreux. Ce qui apporte à une deuxième difficulté, qui est la réduction souhaitée d'un tiers, qui réduirait à 400 députés. Là, passerait encore, mais à quelques 230 sénateurs, 240 sénateurs, là, ça devient un petit peu plus compliqué. Si c'est constitutionnalisé, a priori, ça deviendra constitutionnellement possible. Mais il y aura des disparités entre territoires qui pourraient conduire à, non pas des parlementaires hors sol, comme le signale le président Larcher, mais à des parlementaires qui n'arriveraient pas à couvrir toute leur circonscription et qui donc seraient hors personne, et pas hors sol, mais hors personne, c'est-à-dire qu'ils ne seraient plus suffisamment au contact de leurs électeurs. Est-ce que cette proposition, François Patriat, a des chances de trouver une oreille attentive de la part d'Emmanuel Macron? Si on reprend une par une les lignes jaunes du président, on pourrait les reprendre si vous voulez. Prenons celle-là. 1 député, 1 sénateur par département, personne n'a pensé qu'il n'y aurait pas ça. Attendez. Je ne vois pas aujourd'hui, je ne vois pas dans l'esprit du président, proposition, qu'il n'y ait pas 1 sénateur ou 1 député par département. Le ratio par député, ça doit être 110 000 habitants. Donc il n'y a pas de département de moins de 100 000 aujourd'hui, mais qui, enfin à peu près. Donc tous les départements auraient 1 député. Et tous les départements auraient 1 sénateur. Je crois que la Creuse, c'est 70 000. Oui, la Creuse. Et il y a aussi la Lozère. La Lozère que je connais bien par ailleurs, dans laquelle il y a 1 sénateur aujourd'hui. Et il ne me semble pas que la Lozère se trouve mal défendue. Il y a 1 sénateur et non des moindres qui est présent sur le territoire. Bon. Donc ça, c'est acquis. Après, il y a d'autres choses. Moi, je suis en désaccord avec certains points proposés par l'Assemblée aujourd'hui. Le président du Sénat est dans son rôle quand il dit aujourd'hui qu'il ne peut pas y avoir qu'une seule lecture à l'Assemblée après une commission mixte paritaire. Ça me paraît, ce serait la fin du bicamérisme. Je suis d'accord avec lui. Il n'y a pas de problème. De même que lorsque le président de l'Assemblée nationale propose pour les parlementaires dans la dose de proportionnelle une dose élevée, et j'y suis opposé aussi. Moi, je pense qu'il ne peut pas y avoir plus de 10 à 15% proportionnel, mais en aucun cas une dose supplémentaire. Donc, je crois que c'est là qu'il faut trouver des marges de manœuvre sur la réduction du nombre. Je ne pense pas qu'on puisse bouger. Et sur le cumul des mandats dans le temps, je ne pense pas non plus. Ouais, Philippe Bas, ce n'est pas la condition d'un meilleur fonctionnement démocratique, nous a dit Gérard Larcher, cette réduction du nombre de parlementaires. Elles sont pourtant plébiscitées dans l'opinion publique. En tout cas, quand on entend François Patriat, on se rend compte que ce sont de vraies convergences qui ont été construites au Sénat sur cette révision constitutionnelle. Nous ne pourrions pas accepter que se créent en France des déserts démocratiques, comme on dit qu'il y a des déserts médicaux. Ceux qui en seraient les victimes, ce sont ceux qui sont les occupants de 80% du territoire, mais qui ne représentent qu'à peu près 20% de la population, il est vrai. Mais il faut raisonner non seulement en fonction du nombre d'habitants, de la démographie donc, mais aussi de la géographie. Si vous voulez que notre démocratie soit vivante, il faut qu'un représentant soit vraiment un représentant, c'est-à-dire qu'il soit en lien avec les citoyens qu'il doit représenter. Et quand on élit, si on décidait de le faire, et j'entends François Patriat, il ne saurait en être question en réalité, mais quand on élit ces représentants trop loin de chez soi, on ne les connaît pas, et les représentants finissent par ne plus représenter qu'eux-mêmes. Et c'est ainsi qu'au lieu de rapprocher les citoyens de leurs élus, on les éloignerait. Et donc, nos concitoyens, au fond, moi je répondrais comme eux, ils aiment bien cette idée qu'il n'y ait pas trop de parlementaires. Je leur signale simplement que la moyenne des démocraties européennes, c'est
1 parlementaire pour 74 000 habitants. Nous sommes à 1 pour 72 000 et nous étions il y a 20 ans à 1 pour 69 000 et en 1960 à 1 pour 62 000. Mais c'est pour dire que nous n'avons pas, contrairement aux idées reçues qui ont été assez complaisamment répandues, plus de parlementaires que la moyenne des grandes démocraties. Mais je souscris à l'idée qu'il n'y a pas de nombre d'or ou de nombre fétiche qui serait une sorte d'idéal absolu à rejoindre. Il faut d'abord poser des critères et des principes. Les critères et les principes que le président Larcher a fixés et sur lesquels nous sommes vraiment d'accord au Sénat, c'est qu'il faut qu'il y ait au moins un député et un sénateur par département, et que le département reste donc la circonscription de base d'élection des représentants de la nation. Hervé Marseille, il faut un équilibre entre députés et sénateurs. Il est actuellement de 62% pour les députés, 38% chez les sénateurs, avec cette circonscription de base de département. Vous êtes d'accord ? Absolument, je partage totalement l'avis de mon ami Philippe Bas. Je pense que dans cette affaire, soit on va baisser dans une certaine proportion le nombre de parlementaires. Est-ce que la loi sera mieux faite? Est-ce qu'il y aura plus de démocratie? Est-ce que la France marchera mieux? Augurons que ça soit le cas. En tout état de cause, ça va être une dilution des territoires qu'on avait déjà connue quand il y a eu le redécoupage des cantons, qui sont des grands cantons. C'est-à-dire que le poids de l'urbain prend de plus en plus de force. Quand vous êtes dans des territoires et des circonscriptions, qu'elles soient pour les députés ou pour les sénateurs, en l'occurrence le département, très grande et de plus en plus grande, le poids des villes importantes est d'autant plus puissant. Parce que la ruralité sont des petites communes. Et le sénateur, il faut qu'il aille de commune en commune pour glaner quelques voix de ci, de là. Et il faut faire beaucoup de communes pour arriver à compenser l'effet de la grande ville qui, elle, arrive avec un bloc de voix extrêmement important. Donc, c'est une dilution. Et une fois de plus, la ruralité, même si, d'un point de vue démographique, comme Philippe Bas vient de le dire, c'est pas la partie la plus importante dans notre pays. Mais il faut tenir compte de toutes ces femmes et de tous ces hommes, de tous ces élus qui vivent dans des petites communes, qui sont extrêmement nombreuses et qui méritent d'être représentés, dont les préoccupations méritent d'être portées, elles aussi, au Parlement. Alors, entre l'Assemblée et le Sénat, il faut effectivement garder un ratio. Il n'est pas écrit, mais on parle communément et on s'entend communément sur un ratio de 0,6 qui permet de garder, j'allais dire, au sein du Congrès, le poids respectif des deux assemblées. Et je crois qu'il y a un accord à peu près général, me semble-t-il, pour que ce ratio soit considéré comme un ratio convenable. La convergence sera atteinte sur ce point. En revanche, le non-cumul dans le temps, là, ce n'est pas acceptable pour Gérard Larcher. Il l'a rappelé ce matin, on l'écoute. La loi sur le non-cumul des mandats a déjà entamé le lien entre le parlementaire et le territoire au quotidien. Vient s'ajouter la question du cumul des mandats dans le temps des élus locaux et des parlementaires qui ne paraît pas acceptable en l'état pour une majorité du groupe du travail. Pas pour la totalité, même si nous n'avons pas procédé à des votes solennels. Nous avons tous travaillé ensemble. À mes yeux, comme à ceux, je le crois, du rapporteur, il porte atteinte à la liberté de choix des électeurs qui découle de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, pour lequel nous avons une certaine tendresse. Il ne trouve pas d'équivalent dans la plupart des démocraties. Et puis, je voudrais vous citer une statistique. Aujourd'hui, sur 3 mandats consécutifs, 348 sénateurs, il y a 7 sénateurs qui répondent à ce critère. Marie-Pierre de la Gontrie, il n'y a que 7 sénateurs concernés. Pour autant, le groupe socialiste est contre, justement, la limitation, le non-cumul dans le temps. Nous sommes favorables à la limitation, la limitation du nombre de mandats dans le temps, parce qu'on ne peut pas être à la fois pour un renouvellement de la classe politique et s'opposer à ça, sachant que 3 mandats, ça fait quand même entre 15 et 18 années selon les mandats. Mais il faudra sans doute distinguer en fonction de la nature des mandats. On sait qu'aujourd'hui, il est souvent assez difficile de trouver des personnes qui sont prêtes à consacrer leur vie, privée en tout cas, sans rémunération particulière, voire très très faible, pour être maire de toute petite commune.
Et donc, parfois, il y a une grande difficulté par rapport à ça. Et donc, je pense qu'il va falloir avancer de manière très précautionneuse. Mais si vous le permettez, je vais profiter de ce que vous me donnez la parole pour vous dire que sur la réduction du nombre de parlementaires, moi, je suis très gênée par quelque chose. C'est par l'aspect populiste de la proposition qui, d'ailleurs, concentre absolument tous les commentaires sur cette réforme institutionnelle qui, pourtant, a d'autres aspects qui sont plus importants et qui sont beaucoup plus conséquents pour la qualité, effectivement, de la loi. Je n'ai pas entendu un seul argument qui explique le pourquoi, sachant qu'on est dans une France dont la population augmente et que donc, mécaniquement, les parlementaires vont représenter de plus en plus de personnes. Donc, c'est à la mode, vous l'avez dit, hein, les Français le plébiscite, je ne sais pas de quand date cette étude, mais je suis sûre que vous avez raison, parce que voilà, ça fait bien, parce que les élus, de toute façon, on a une image épouvantable, donc tout ça n'est pas très surprenant, mais comment est-ce qu'on objective le fait qu'avoir moins de parlementaires, c'est mieux ? Personne n'est capable de le dire, et c'est une espèce de cheval de bataille qui, moi, me gêne, parce que je suis parlementaire depuis 3 mois, hein, donc je ne suis pas en train de défendre je ne sais quel métier éternel, enfin bon, donc c'est pas du tout ça, et par ailleurs, j'ai un métier dans la vie. Mais voilà, ça me gêne, et donc la pente populiste... Peut-être la réponse de François Patriat. Pourquoi, finalement, Emmanuel Macron souhaite réduire le nombre de parlementaires ? C'est pas parce que c'est moderne, c'est pas pour faire un coup politique, c'est parce que on voit bien que les Français considèrent qu'il y a, je ne dis pas trop d'élus en France, c'est perçu comme tel. Mais on ne va pas supprimer demain les conseillers municipaux, qui sont des bénévoles, qui consacrent leur vie. Marie-Pierre a raison de dire. Par contre, il apparaît aux Français que le nombre de parlementaires aujourd'hui leur paraît non correspondre à la réalité, parce que d'abord, ils ne connaissent pas le travail du Parlement, parce qu'ils ne connaissent pas le travail du Parlement, parce que dans le même temps, vous savez, il y a une porte de schizophrénie chez les électeurs. Ils veulent des parlementaires qui soient tout le temps au Parlement. Et quand je vois les nouveaux parlementaires aujourd'hui, qui sont élus, et qui sont tout le temps au Parlement, les nouveaux députés, donc les Français et que les gens, dans le même temps, me disent on ne les voit pas sur le terrain. On ne les voit pas. Vous savez, cette contradiction, elle est terrible entre l'exigence territoriale de la présence d'un parlementaire qui, pour être élu, doit aller sur le terrain, et dans le même temps, l'exigence de les voir toujours au Parlement. Je pense que... Et en réduisant le nombre de parlementaires, ça résout ce problème ? Je pense que ça ne change pas le problème en l'occurrence, mais voilà. je crois que le monde a changé. Alors moi je suis un peu inquiet, c'est vrai, parce que moi j'ai connu la vie des parlementaires. C'est populiste, dit Marie-Pierre de la Gontrie, cette réforme. Ce que je veux dire par là, c'est que demain, c'est vrai qu'on peut s'interroger. Des parlementaires qui n'auront plus le cumul des mandats. Sur le cumul, j'étais très réticent, moi. Plus de cumul des mandats, parce que je pouvais très bien être président de région et dans le même temps parlementaire ici. C'était assez complémentaire et je l'avais dit à l'époque. Mais j'ai de moi-même, je me suis appliqué toute ma vie que 2 mandats alors que je pouvais en avoir plus. Mais des parlementaires qui vont être tout le temps au Parlement, c'est vrai, tout le temps au Parlement, c'est vrai, qui vont être mieux entourés, mieux travailler. On va avoir des parlementaires à plein temps, mais qu'on ne demande pas aux parlementaires en même temps d'être des élus de terrain qui vont faire... C'est ça, c'est ce double métier avec dans lequel il va falloir trancher. Et là, je crois que les Français, c'est-à-dire dans le sens de la démocratie, et je n'ai pas le talent oratoire de Philippe pour dire juridiquement les choses, hein, mais dans le sens de la démocratie, ils veulent des parlementaires à plein temps, de surcroît, ils le souhaitent souvent, pas très bien payés, en robe de bure, qui arrivent, etc. J'entends bien, mais c'est ça aujourd'hui. C'est ça la réalité. Jean-Philippe de Rosier. Oui, moi en réalité, je vois 2 problèmes. Le premier problème, c'est la question des moyens du Parlement et des parlementaires qui ne bénéficient pas de suffisamment de moyens, qu'ils soient matériels, humains et financiers. Et le deuxième problème, c'est la charge de travail. C'est difficile à faire passer ça dans l'opinion publique. On est plutôt dans une réforme inverse. Mais c'est difficile à faire passer. Pourquoi ? Parce que l'opinion publique n'a sans doute pas suffisamment connaissance de ce qui se passe au quotidien au Parlement. Parce que les élus, ou disons les plus médiatiques d'entre eux, sont justement plus occupés à glaner quelques médias, à aller serrer des mains sur les marchés, plutôt qu'à expliquer ce qu'ils font vraiment au Parlement. Et il y en a des parlementaires qui sont comme ça. Ça, je ne le mets absolument pas en doute. Pour renforcer les moyens du Parlement, des parlementaires, la solution qui est proposée actuellement, c'est de réduire le nombre de parlementaires pour, à moyen constant, puisque les caisses de l'État sont dans l'état que l'on connaît, on va pouvoir augmenter les moyens des parlementaires qui restent. Et étant donné que l'on entre dans une ère nouvelle du Parlement du non-cumul, on considère que, comme les parlementaires deviennent des parlementaires à plein temps, eh bien, ce qu'ils faisaient avant, entre guillemets, à mi-temps, ils pourront le faire à moins, à plein temps. Ça, c'est pour le premier problème. Mais je voudrais aborder le deuxième, qui est la surcharge de travail. Que les parlementaires, effectivement, font les lois, contrôlent l'action du gouvernement et représentent la nation.
Ils ont beaucoup à faire, c'est une action quotidienne, et pour alléger cette charge de travail, il faudrait que, enfin, l'exécutif, le président de la République, le gouvernement, se pose la bonne question, à savoir, ne légifère-t-on pas trop ? Ne légifère-t-on pas trop ? Alors, et il faut absolument diminuer le nombre de lois pour que, justement, les parlementaires puissent se concentrer à d'autres tâches et déployer mieux leurs moyens. On va poursuivre ce débat, mais on va retrouver Tam Tranui en direct de la salle des conférences pour une nouvelle réaction politique à ces propositions du président du Sénat. Vous êtes avec Jérôme Durain, sénateur socialiste de Saône-et-Loire. Oui, Jérôme Durain. On le voit en plateau, finalement, les discussions autour de la révision constitutionnelle portent aussi sur l'image qu'ont les parlementaires auprès des Français. Est-ce que le risque de cette révision constitutionnelle, c'est de justement viser à l'antiparlementarisme ou en tout cas à être un petit peu populiste? C'est ce que soulignait tout à l'heure Gérard Larcher lors de sa conférence de presse. Il est vrai que ce débat constitutionnel, il s'inscrit dans une vague d'antiparlementarisme qui est réelle. Et en même temps, on peut comprendre que les élus doivent rendre des comptes. On peut comprendre que plein de choses devaient changer, on peut comprendre qu'il y a eu des excès, qu'il y a eu des erreurs. Voilà, tout ça est sur la place publique. Là, on va très très loin. Et donc, une réforme constitutionnelle, on ne la fait pas n'importe comment, sur un coup de tête ou sous la pression d'un populisme ambiant. Donc, il y a un sujet, c'est la place du Parlement. Mais la place du Parlement, elle se définit par rapport à l'exécutif. Moi, j'aimerais qu'on parle plus de l'exécutif. On voit avec M. Trump, dans d'autres pays, dans d'autres modes de gouvernance, qui est un sujet sur l'impeachment. On pourrait se poser la question ici, en France, on fait quoi? Les mêmes dérives peuvent arriver. On a, nous, des sujets de calendrier électoral. On subordonne le Parlement, d'une certaine manière, à l'élection présidentielle. Il y a la question du septennat unique, qui est une question qui est sur la table. Autant de sujets qui ne sont pas du tout abordés là, dans le cadre de cette révision constitutionnelle. Il y a l'exécutif, il y a la relation entre les deux. Et puis il y a le Parlement et la société. Et sur la société, il y a plein de sujets. Il y a la numérisation de la société. Il y a des consultations citoyennes nouvelles organisées. Il y a eu quelques textes à la fin du quinquennat précédent, je pense au texte République numérique porté par Axel Lemaire, où des consultations citoyennes ont permis de faire évoluer la loi. Donc ça, c'est un sujet. Il y a des sujets nouveaux. Un droit d'amendement pour les citoyens, par exemple? Par exemple, il faut qu'on réfléchisse à ça. Mais en tout cas, il faut ouvrir du côté de l'exécutif, du côté de la société, et puis du côté de la numérisation. La neutralité du net, c'est un sujet qui s'est invité assez récemment dans le débat. C'est François de Rugy qui en a parlé. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée, parce que ça pose des questions démocratiques élémentaires, essentielles. Donc, il faut qu'on ouvre et qu'on ne reste pas étriqué sur la question parlementaire. Est-ce que c'est parce que tous ces sujets, justement, n'étaient pas sur la table que, finalement, le groupe socialiste au Sénat va donner ses propres propositions? Il a travaillé avec l'ensemble du groupe de travail qui a remis ses propositions ce matin, mais il veut garder sa voix propre. Oui, c'est exact. Vous avez tout dit. C'est-à-dire qu'il y a eu un calendrier, un travail de Gérard Larcher qui est intéressant, qui place le Sénat au cœur des débats. Est-ce qu'il va assez loin pour vous, le travail de Gérard Larcher? Non, pas dans les deux sens où j'ai indiqué. Je pense qu'il faut le déborder sur la question exécutive et sur la question citoyenne. Mais globalement, c'est un travail intéressant. Il y a des mesures qu'on approuve, il y en a d'autres sur lesquelles on n'est pas très favorable. On l'entendait tout à l'heure, par exemple, sur la question du non-cumul dans le temps. Voilà, exactement. Donc c'est un travail dans lequel on s'est inscrit. Le groupe socialiste a été présent à toutes les réunions de travail. On a notre propre calendrier. Puis je crois qu'on va pouvoir formuler nos propositions maintenant que tout est sur la table. Merci beaucoup, Jérôme Durain, d'avoir répondu à mes questions. Merci. Semaine de mai ici. Merci à vous, Tam. Alors, ces propositions ont-elles éloigné la perspective de cette menace brandie par l'exécutif d'un référendum? Le président du Sénat n'y croit pas. On écoute. Je fais confiance. Je fais confiance à la fois à la capacité de dialogue des parlementaires des deux assemblées et au dialogue avec l'exécutif. Je fais même ce pari-là. Et j'ai plutôt envie qu'il soit gagnant. Mais j'ai dit qu'il y avait des points. Le département, la commission mixte paritaire, sur lequel la position de notre groupe de travail, mais aussi la mienne, étaient des positions absolument formelles, parce que nous pensons que c'est notre responsabilité vis-à-vis du pays et qu'on ne résout pas une crise de confiance par un coup politique. Donc, voilà. Et je vous rappelle que le président peut toujours utiliser l'article 89. Pas la peine de se donner des faux frissons. Alors, Hervé Marseille, on entend le président du Sénat qui dit qu'il n'y aura pas finalement de référendum. Il invite le président à se saisir de l'article 89 pour un vote de cette loi organique dans les mêmes termes dans les deux chambres. Il est un peu trop confiant sur ce point, selon vous, Gérard Larcher?
Moi, je crois que vous reprenez des propos du président du Sénat qui répondait à la question d'un journaliste. Je pense que la Constitution est très claire. Le président de la République, il peut toujours faire état, à partir de l'article 89, d'un projet de loi constitutionnelle. Bon, c'est son choix. Moi, je partage l'avis du président du Sénat. Je pense qu'il faut plutôt parier sur la capacité de dialogue. C'est ce que nous faisons d'ailleurs depuis des semaines, sur la capacité de dialogue des parlementaires. Ils sont là pour ça. Dans le Parlement, je veux dire, il y a parle. Je veux dire, c'est le rôle même du Parlement que de discuter d'une réforme constitutionnelle, comme des lois en général. Et donc, le président engage une procédure de réforme constitutionnelle. Il est légitime que le Sénat, comme l'Assemblée, examine les textes, fasse des propositions, des contre-propositions, que dans ces échanges naisse un compromis. Et moi, je suis confiant. Je ne vois pas, à partir des propositions que nous connaissons, il y en a peut-être d'autres, mais sur les sujets que nous avons évoqués collectivement, la plupart font l'objet de convergences extrêmement fortes. Je n'ai pas vécu de moment où, dans le groupe de travail qui nous réunissait, avec l'ensemble des groupes politiques, il y avait des difficultés importantes. On l'a dit, quelques sujets importants avec l'Assemblée nationale sur des problèmes de fonctionnement. Le président Patriat l'a rappelé, de ce qu'on appelle les navettes. Parce qu'il est normal qu'on défende la place du Sénat dans les institutions. Et nous sommes attachés au bicamérisme, nous sommes des sénateurs, nous défendons la place du Sénat dans la fabrique de la loi, et nous voulons que tout ça s'améliore. Donc, ce qu'a dit le président du Sénat, c'était tout simplement ce qui, à nos yeux et à ses yeux, était important pour que tout ça aille dans le bon sens. Maintenant, il n'y a pas de raison objective pour que le président de la République aille au référendum. Maintenant, s'il choisit d'y aller, c'est son choix personnel. Cette convergence, elle permettra d'éviter justement ce recours au référendum par Emmanuel Macron? Pour ce qui est certain, c'est que pour ce qui concerne le Sénat, vous avez entendu ce matin le président du Sénat, il a ouvert le dialogue. Il n'a pas opposé une fin de non-recevoir à la réforme. Et donc ça, c'est un point très important. La deuxième chose qui est certaine, c'est pour ça que moi je ne fais pas du tout de procès d'intention au président de la République, il est le gardien de la Constitution. C'est qu'on n'a pas le droit de réviser la Constitution en France sans l'accord du Parlement. C'est simple. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de référendum, puisque c'est une première étape, le vote de chacune des chambres, qui s'entendent sur une révision, et ensuite, le président de la République procède à la ratification par référendum du vote du Parlement, ou bien, par exception, il décide de réunir le Congrès qui vote au 3/5. Il a le choix à ce moment-là. Mais ce qui est très important, c'est de comprendre pourquoi la Constitution est aussi protégée. Parce que dans la Constitution, il y a les garanties fondamentales pour les citoyens. Suffrage universel, par exemple, l'égalité, les libertés, la Déclaration des droits de l'homme qui est dans le bloc de constitutionnalité. Imaginez un président ou une présidente mal intentionné qui fasse un référendum comme ça, sans passer par le Parlement, sans avoir le vote du Sénat, pour remettre en cause nos libertés. Eh bien, ce serait tout de même extrêmement grave. Et je crois donc que nous devons tous être solidaires pour défendre la Constitution. Et défendre la Constitution, c'est faire respecter les règles constitutionnelles de sa révision. La Constitution, c'est le pacte fondamental qui unit les Français. On ne peut pas faire n'importe quoi avec elle. Philippe de Rosier, quel que soit le choix final du chef de l'État, il devra passer par le Parlement, c'est ce que nous dit Philippe Bas? Sur la révision constitutionnelle, oui. On ne peut pas, on n'a pas le droit, je cite le président Bas, on ne peut pas réviser la Constitution sans passer par le Parlement. On peut la réviser par référendum, mais à la condition préalable que l'Assemblée nationale et le Sénat se soient accordés sur un texte identique. Ce qu'a fait De Gaulle en 1962 était une violation de la Constitution. Je me permets de dire, pardon, je vous interromps juste un instant parce que c'est intéressant l'histoire. De Gaulle venait d'échapper à un attentat. Il a failli être assassiné. À l'époque, le président de la République n'était pas élu au suffrage universel. Il n'avait donc pas la légitimité populaire. Et le général de Gaulle s'est dit, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer après moi? Et il a voulu consolider les institutions de la Ve République qui ont été créées en fait en 2 étapes, 58 et 62. C'est un événement historique de premier ordre. Nous ne sommes évidemment pas dans ce genre de circonstances. Et une révolution juridique. En violation de la Constitution. Ça ne fait pas un précédent juridique. Et
autre chose qui se joue. C'est-à-dire, c'est la conception du président de la République Emmanuel Macron des institutions françaises et de la Constitution et de la façon de l'appliquer. Donc on utilise ce terme de menace, vous vous rendez compte ? Menace du référendum. Personne n'a peur d'un référendum. Nous, ici, nous sommes soumis à des élections régulièrement. S'il y a référendum, très bien, il y aura référendum. Mais quelle est la conception du président de la République ? C'est-à-dire, doit-il considérer que le Sénat comme l'Assemblée sont finalement des institutions de second ordre, qu'il vaut mieux s'adresser directement à la population, ou est-ce que, dans l'équilibre qui a été pensé, vous l'avez très bien dit, Philippe Bas, par la Ve République, il faut effectivement prendre en compte les deux institutions qui sont l'Assemblée et le Sénat. Moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est pas du tout une menace de référendum. C'est cette appréhension préoccupante, me semble-t-il, c'est pas pour rien si certains lui ont donné le surnom de Jupiter, de vouloir passer par-dessus les institutions. Il n'a donné aucun élément allant dans ce sens. C'est pour ça que je crois que cette question qui est montée en épingle est parfaitement artificielle. Nous ne ressentons nullement la moindre menace sur ce travail parce que la Constitution est parfaitement claire et parce que nous faisons confiance au chef de l'État pour respecter la Constitution. C'est quand même le moins qu'on puisse attendre d'un président de la République. Qui est le gardien de la Constitution. Mais j'ajoute juste un point sur le référendum, très rapidement. Il ne peut pas y recourir directement en matière constitutionnelle, mais sur les matières qui ne relèvent pas de la Constitution, comme réduction du nombre de parlementaires, sur la question également du cumul des mandats dans le temps, ou sur la question de l'introduction de la proportionnelle pour l'élection des députés, sur ça, il pourrait passer par référendum. Mais à mon avis, le président du Sénat, s'il se sentait ainsi écarté, ferait en sorte que la révision constitutionnelle voulue soit une Avant révision d'avancer ce débat, je voudrais juste simplement le cumul des mandats dans le temps. Vous ne pouvez pas faire un référendum de l'article 11 car c'est contraire à la Constitution. Je ne serais pas aussi tranché. Le suffrage, c'est le suffrage. Les principes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme sont de mon point de vue. Et c'était ça porte atteinte à la liberté de choix des électeurs. Exactement, ça réduit sa liberté de choix et ça réduit la liberté de candidature. Ce sont deux principes reconnus par le Conseil constitutionnel. Alors, avant de vous donner la parole, François Patria, je vous propose d'écouter la réaction de François de Rugy, le président de l'Assemblée nationale, qui a salué les points de convergence du Sénat, mais qui a dit sur les réformes, on n'abdiquera pas. On l'écoute. Chacun donne sa vision. Nous l'avons donnée. Nous sommes portés par le résultat des élections présidentielles, législatives, un choix clair des Français à ces deux élections. On ne peut pas dire que les débats n'aient pas eu lieu, on ne peut pas dire que ces propositions n'étaient pas connues, bien au contraire. Donc c'est notre légitimité et par ailleurs, moi je note que le Sénat et son président ne sont pas dans une logique d'obstruction, ne sont pas dans une logique d'opposition systématique. Et je m'en félicite, ça n'a pas toujours été le cas par le passé. Et donc je crois que nous avons matière à travailler. Alors, on a entendu François de Rugy qui salue le président du Sénat. Il n'est pas dans une logique d'obstruction. Néanmoins, il y a toujours ces fameuses lignes rouges. François Patria, vous dites que le chef de l'État, pour autant, il veut aller vite. Oui, d'abord, c'est la méthode du chef de l'État aujourd'hui. Non pas d'aller vite, mais d'avoir une méthode différente qui est celle de la concertation. Je signale que le chef de l'État a rencontré déjà à plusieurs reprises et le président du Sénat et le président de l'Assemblée, qu'ils ont déjà discuté longuement, qu'ils ont vu quels étaient les points sur lesquels on pouvait avancer. Maintenant, on a fait travailler les deux assemblées. Donc moi, je fais de procès à personne. Ce que je pense, c'est que le chef d'État souhaite qu'il y ait un congrès positif. Il souhaite aboutir à un accord entre les assemblées. Pour cela, il ne faut pas qu'il y ait ligne rouge. Il y a des bases de négociation. Je veux bien que chaque assemblée dise voilà les points sur lesquels nous serions insistants. Mais si c'est pas un casus belli, mais une ligne rouge infranchissable, je ne vois pas comment on pourrait avancer, effectivement. Il ne faut pas qu'il y ait de ligne rouge du côté du président de la République aussi, car on ne peut pas dialoguer s'il n'y a pas une volonté d'entente de part et d'autre. La position du Sénat, ça ne peut pas être une position d'alignement, mais vous en convenez, je crois, parce que vous avez défendu tout à l'heure un certain nombre de principes que nous avons en partage. Hervé Marseille, pas de logique d'obstruction. Le groupe centriste est dans un esprit ouvert sur cette révision constitutionnelle ? Totalement, oui, je l'ai dit, donc je le répète, et encore une fois, il n'y a pas que notre groupe, beaucoup des groupes sont dans cette idée. Je ne connais pas un seul groupe au Sénat qui soit dans une logique d'obstruction. Je veux dire, quelles que soient les sensibilités politiques, chaque groupe a apporté sa contribution, a donné son avis. Le nôtre est parfaitement d'accord sur la plupart des points que nous avons évoqués.
Alors, il faudra se poser la question, effectivement, pour l'Assemblée, de la proportionnelle, parce que, effectivement, sans rentrer dans le détail, le poids de la proportionnelle peut jouer un rôle sur le nombre de députés. Il faut regarder cet équilibre au trébuchet, et il ne faut pas qu'il y ait trop peu non plus de parlementaires, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, il faut pouvoir couvrir le territoire, parce que vous avez aussi les Français de l'étranger, et vous avez aussi l'outre-mer français. Et donc, il faut qu'on tienne compte de l'ensemble de ces diasporas et de ces territoires, de façon à avoir une représentation aussi équilibrée que possible. Donc, pour l'instant, je pense que le dialogue va dans le bon sens. Maintenant, il faut rester prudent et continuer ce débat avec l'exécutif. Parce qu'il faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'autres sujets. Est aussi à soutenir le chef de l'État dans cette démarche de révision constitutionnelle, Marie-Pierre Dagnan? Si vous voulez, nous, on attend d'abord de voir quelles sont précisément les propositions du chef de l'État, et donc on fera part de nos positions. Mais il y a un certain nombre de sujets qui ont été évoqués et qui n'ont pas été évoqués aujourd'hui, parce que comme il ne semble pas faire divergence entre nous, mais qui sont très importants. La suppression de la Cour de justice de la République, la réforme du Conseil supérieur de la magistrature pour accroître l'indépendance du parquet, la présence des présidents de la République ou pas dans le Conseil constitutionnel. Il y a des choses, nous sommes tous d'accord, je pense, ici, autour de ce plateau, un meilleur contrôle de l'action gouvernementale par le Parlement. Ça, c'est des choses qui sont très importantes. Alors, peut-être que voilà, ça ne peut pas passionner tout le monde. C'est un tort, parce que c'est vraiment aussi l'utilité des assemblées. Donc, nous, par nature, on est très, j'allais dire constructif, mais il pourrait y avoir un malentendu sur le terme, cher François Patriat. Il y a déjà un groupe ici au Sénat. Qui est très constructif. Voilà, mais on va bien voir. Mais effectivement, il y a certains sujets sur lesquels nous ne serons peut-être pas d'accord. Mais j'espère qu'il y aura une voie. On ne peut pas négocier tout seul. C'est-à-dire qu'il y a, s'il y a discussion, il faut que tout le monde soit prêt à avancer vers l'autre. Mais... Première question justement pour vous, Wilfried Fonck. Est-ce qu'aujourd'hui, la chancellerie qui présentait ce nouveau projet, c'est des avancées concrètes où vous dites on est encore trop loin du compte? Aujourd'hui, on a eu de nouvelles propositions par la chancellerie. Elles méritent qu'on s'y attarde et qu'on les regarde un peu plus. Après, on verra par rapport à ces propositions quel sera surtout 30 à 34 millions pour les indemnités, la création de 1100 postes. Non, il y a eu un 1500 places pour les détenus radicalisés. Il y a effectivement des avancées là-dessus. Après, comme je vous disais, pour le moment, on va étudier de près ces propositions. Ensuite, la démocratie étant pas un vain mot au sein de l'organisation que je représente, on demandera surtout l'avis des personnels, puisque le mouvement appartient d'abord au personnel et à aucun mouvement syndical en particulier, et c'est eux qui décideront. Et si jamais il advenait que les personnels se prononcent contre, il est bien évident qu'on ira revoir la ministre en lui disant les personnels ne sont pas satisfaits, on efface tout, on recommence. Est-ce que vous faites confiance à l'exécutif, Pascal Savoldelli, pour sortir de cette crise? Je le disais, ça dure depuis 11 jours, cette grève des gardiens de prison. 11 jours, votre mobilisation, l'intersyndicale d'ailleurs... Ce qui m'a amené avec... Il y a d'autres syndicats que le vôtre qui sont mobilisés. Ça m'a amené à écrire à Madame la garde des Sceaux, en reprenant beaucoup des propositions sur la reconnaissance de l'ensemble du monde pénitentiaire, des agents, après une visite le 11 janvier à la prison de Fresnes. Donc, je ne sais pas si c'est confiance ou pas. C'est qu'il y a 15 jours, j'étais sur votre plateau, on avait une crise des policiers. On voit bien que là, on a une situation quand même d'essoufflement et que bon, on a devant nous un univers carcéral, je l'ai vu à Fresnes, où la modernité et la société restaient aux portes de la prison. Et ça, là, on a un devoir de réparer, quoi. On est dans des lieux de sanction, et c'est bien normal. Maintenant, il faut se donner les moyens de la réparation. Sur le plan politique, Catherine Procaccia, est-ce que Nicole Belloubet est la personne adéquate pour gérer cette crise, selon vous? Écoutez, elle est ministre, elle est le garde des Sceaux, donc elle doit être la personne qui doit être capable de gérer, sinon c'est une crise de confiance. Si on n'a plus confiance dans son ministre de la Justice pour régler ce type de problème, moi je m'interroge simplement de savoir s'il ne faut pas qu'elle ait un appui complémentaire là. Alors que, par exemple, sur les ordonnances du droit du travail, la ministre du Travail avait reçu les organisations syndicales pendant très longtemps. Là, il me semble qu'elle les a reçues une fois d'abord tous ensemble. J'ai le sentiment que cette crise n'était pas préparée, alors que tout l'annonçait, parce que ça fait
des années quand même que la situation est difficile. Moi, j'ai visité par 2 fois Fresnes au cours de mon mandat. La situation est, je ne parle que de Fresnes, mais elle est forcément difficile. J'avais été voir la situation des personnes incarcérées pour radicalisation. On avait discuté en tout cas avec les surveillants, avec les personnes. J'ai l'impression qu'il manque un petit peu de dialogue entre la ministre en général et les personnels. Philippe Combessis, cette situation effectivement n'est pas nouvelle. Qu'est-ce que ça dit justement, cette crise, cette grève des gardiens de prison sur la situation carcérale en France ? Et comme vous le disiez, cette situation n'est pas nouvelle. D'une certaine façon, elle est presque consubstantielle à la place de la prison dans l'ensemble de ce que classiquement on appelle la chaîne pénale. C'est-à-dire que c'est tout au bout et c'est à ces fonctionnaires chargés de l'administration pénitentiaire qu'on confie le soin de s'occuper de tout ce qui ne va pas parmi les personnes considérées comme les plus en difficulté d'adéquation, pour parler presque comme une litote, par rapport à ce qu'on appelle le vivre ensemble. C'est-à-dire ceux qui ont des comportements qui... voilà. Et aussi bien pour les personnes incarcérées que pour le personnel, ça crée des espèces de cocottes minutes qui, j'allais dire, régulièrement, malheureusement, font écho à des tensions qui sont terribles. On ne s'en rend pas compte pendant tout le moment où on n'en parle pas, mais très très régulièrement, aussi bien les personnes incarcérées que les personnes qui travaillent en milieu carcéral sont confrontées à une violence terrible. On ne veut pas voir cette violence en milieu carcéral, selon vous, Wilfried Fonck ? Disons que le problème de l'administration pénitentiaire et de la gestion à la fois des personnels et des systèmes, en tout cas du système carcéral en France, dure depuis plus d'une trentaine d'années. C'est pas nouveau, on va dire à la limite même depuis que la pénitentiaire est pénitentiaire, les difficultés sont là. Alors effectivement aujourd'hui, parce qu'il faut pas non plus changer le cours des choses par rapport au mouvement des personnels qui est en cours, il faut bien avoir en tête que le démarrage de ce mouvement de contestation, de protestation, est lié aux agressions qui ont eu lieu à Vendin-le-Vieil par un détenu condamné pour terrorisme islamiste. Voilà, l'origine est là. Et je pense que lorsqu'on voit qu'il y a, en gros, en moyenne, une douzaine d'agressions violentes, physiques, chaque jour sur les personnels, celle-là, ça a été la goutte de sang de trop. Et les personnels ont décidé, tous ensemble, de se mettre devant les portes. Et aujourd'hui, de poser la question à la ministre, de dire, voilà, on a une mission à remplir, qui est une mission de garde, de sécurité, de réinsertion, qui nous est confiée par l'autorité judiciaire. Aujourd'hui, quels moyens vous nous donnez pour pouvoir remplir ces missions? Mais est-ce que c'est seulement une question de moyens, cette crise? Est-ce que ça ne dit pas autre chose, Wilfried Fonck? Au départ, c'est une question de moyens. C'est-à-dire qu'effectivement, en termes de dispositions législatives, par exemple, nous avons le fameux article 57 relatif à la fouille des détenus lorsqu'ils ont un contact avec l'extérieur, qui nous vient de la loi pénitentiaire et qui est inspiré par les règles pénitentiaires européennes, qui aujourd'hui, par exemple, nous interdisent de pouvoir fouiller à nu un détenu alors qu'il vient d'avoir un contact avec l'extérieur via les parloirs, sauf s'il y a des suspicions d'entrée d'objets dangereux, etc., etc. Donc derrière, effectivement, c'est la porte ouverte à l'entrée à tout et n'importe quoi. Que ce soit téléphone portable, que ce soit drogue, que ce soit éventuellement aussi des armes, parce que maintenant, effectivement, avec un couteau, par exemple, en céramique, ça ne sonne pas un portique de détection des masses métalliques. Et on se retrouve comme ça avec des possibilités de pouvoir faire entrer des choses. Donc, en termes de sécurité, lorsqu'on a une mission régalienne comme celle des personnels pénitentiaires, effectivement, il convient avant toute chose d'assurer de manière optimale, parce qu'on sait que le risque zéro n'existe pas, mais d'assurer de manière optimale la sécurité des personnels. Et une fois que cette sécurité est assurée, effectivement, on peut dérouler derrière les autres missions, et notamment celle de réinsertion. Que proposez-vous justement pour améliorer la sécurité des personnels pénitentiaires, Pascal Sabaudet? D'abord, il y a une expertise de la part des agents pénitentiaires. Et donc là, je pense que cette expertise-là, elle a de la valeur. Donc il faut écouter ces revendications. Moi, c'est pour ça que je vous dis, j'ai repris en m'adressant tout de suite après ma visite à Fresnes à Madame la garde des Sceaux. Après, il faut qu'on ait une ambition. C'est-à-dire que, évidemment, les moyens doivent être liés à une ambition. Par exemple, moi, je parle de décroissance carcérale. Il faut que,
Madame la garde des Sceaux annonce un plan ambitieux. Fresnes, c'est 203% de surpopulation. On a 57% de récidivistes. 34% après des travaux d'intérêt général. Donc, deuxième ambition. Je n'ai pas trouvé d'autres mots, mais la prison, à la fois, c'est la sanction, la punition, et ça, bien évidemment, ça a sa place dans notre société. Mais il faut qu'il y ait une réparation. Je suis très content qu'on ait un débat sur ce sujet avec un professeur d'université. Parce que moi, je suis de ceux qui pensent que le temps de la prison doit être aussi un temps d'école, un temps d'apprentissage. Un temps d'apprentissage où on retrouve confiance en soi-même, où on connaît et des apprentissages, avec un métier, avec des qualifications. Vous voyez ce que je veux dire, c'est la prison, c'est la société. Il faut pas la stigmatiser, l'enfermer pour elle-même. Voilà, c'est un lieu de la société où il faut réparer. Et après, il y a des moyens. Écoutez, la prison de Fresnes, on va avoir de la place à la prison de la santé. On ne peut pas un peu faire baisser tout de suite la démographie de la prison de Fresnes et engager un plan d'urgence de réhabilitation. Voilà, il faut aussi que tout le monde se mobilise pour trouver des solutions. Pour à la fois, évidemment, ce personnel. Je les ai rencontrés. Écoutez, il y a des revendications salariales, il faut y répondre. D'ailleurs, elles sont reconnues maintenant en partie par l'exécutif. Les primes de nuit, les primes de dimanche, arrêter avec les services dégradés. Vous voyez, il y a tout ça à prendre en compte. Il y a un monde du travail dans le cadre pénitentiaire. Et de l'autre côté, il y a d'autres humains qui sont les détenus. Et on en parlait encore l'autre jour. Par exemple, il y a aussi des approches médicales. On ne peut pas laisser des hommes et des femmes comme ça en prison et se dire on se tranquillise, on se sécurise et après il n'y a rien qui se passe. Non, il y a des parcours de vie qu'il faut reconstruire. Catherine Procaccia, est-ce qu'il faut développer des alternatives à la prison aussi? On sait que la contrainte pénale de Christiane Taubira a été très décriée et très peu appliquée comme mesure pour faire baisser aussi le nombre de détenus en France. Je pense qu'il y a toute la chaîne qu'il faut revoir, parce que si les gens sont en prison pendant beaucoup plus de temps, si les procès avaient lieu, si les comparaisons avaient lieu, eh bien, ils resteraient peut-être moins en prison. Pour revenir sur le sujet qui précédait, les prisonniers, il faut en tenir compte, mais je crois que jusqu'à présent, on n'a jamais beaucoup parlé de la situation des personnels. Et la situation des personnels, elle est délicate. On ne parle rarement d'eux, on ne les met pas en valeur. Notre police, elle est parfois décriée, mais elle est souvent applaudie, en tout cas dans l'opinion publique. Alors que les personnels de prison, ils sont indispensables. Et je pense qu'ils se sentent dans la chaîne un petit peu rejetés, jamais reconnus, jamais mis en valeur. Ils sont indispensables et les conditions dans lesquelles ils doivent exercer leur métier, avec des détenus de plus en plus radicalisés. Je crois qu'il y en a 1500 en France. C'est pas avec des belles paroles. On n'a pas trouvé les moyens de les gérer. Et pour l'instant, qu'on fasse des quartiers à part ou qu'on les mélange, bien, ce sont bien le personnel pénitentiaire qui est en première ligne. Et dans les prisons, on trouve aussi beaucoup de personnes atteintes de troubles psychiatriques. Donc quand vous avez déradicalisé des troubles psychiatriques, pour le personnel, ça doit être vraiment très difficile, je présume. Philippe Cambessis, il faut revoir toute cette chaîne. On se souvient qu'il y avait eu un rapport ici au Sénat par l'ancien garde des Sceaux, Robert Badinter, c'était intitulé « Prison, une honte pour la République ». Est-ce qu'on arrive peut-être à cette question où on n'arrive pas justement à sortir de cette situation en France, alors qu'en Europe, les choses se passent différemment? Bon, la France est globalement dans la moyenne européenne. Il y a un tout petit peu plus de détention avant jugement en France. Mais le nombre de détenus baisse partout en Europe, sauf en France. Non. Et les raisons pour lesquelles le nombre de détenus augmente en France, contrairement à ce qu'on croit souvent, c'est moins lié au nombre de personnes qu'on envoie en prison, qui ne change pas énormément. Depuis une quarantaine d'années, on envoie entre 75 et 95 000 personnes en prison chaque année. Et ce qui a augmenté considérablement, plus que doublé en 40 ans, c'est la durée moyenne. On était à 4 mois et demi il y a 40 ans, on est à près de 10 mois maintenant. Voilà. Donc en fait, le curseur, il est là-dessus. Et ça entraîne un doublement du nombre de personnes incarcérées. La longueur des procédures contribue pour beaucoup à cet allongement. La longueur également de la façon d'instruire les différents dispositifs qui peuvent permettre à des personnes de sortir à des moments qui peuvent sembler opportuns parce qu'on voit que le comportement a évolué comme il faut.
tout cela, ça fait qu'on est passé de 4 mois et demi à 10 mois en moyenne d'enfermement. Peut-être aussi des questions à se poser, savoir si, parmi les infractions qui envoient de plus en plus de personnes en prison, par exemple, on envoie chaque année entre 12 et 15 000 personnes pour délit routier. Est-ce que quelqu'un qui est dangereux avec un volant, il faut absolument l'incarcérer? Vous êtes pour des alternatives à la prison? Dans certains cas, bien évidemment. Dans certains cas, il y a peut-être des personnes, je dis qu'il n'y a pas besoin de sortir de la société comme on le fait de façon radicale avec la prison. Des personnes qui sont dangereuses, bien évidemment, il faut les enfermer, bien évidemment. Les personnes qui ont un comportement qui, à certains égards, est troublant, on peut peut-être empêcher ce comportement. Je vous parlais de la question des infractions avec un volant, des gens qui sont dangereux avec un volant, on peut peut-être les empêcher de conduire sans forcément tous, je vous dis, 15 000 personnes chaque année. Ou un enfant, c'est difficile à accepter tout à fait. Pour les proches. Tout à fait. En l'occurrence, il n'y a pas 15 000 personnes qui meurent sur les routes par rapport au nombre de personnes qui sont... Wilfried Fonck, est-ce qu'aujourd'hui, on peut espérer une sortie de crise rapide? Alors rapide, je ne le sais pas du tout, parce que comme je vous disais tout à l'heure en préambule, la réponse appartient aujourd'hui au personnel pénitentiaire et pas à l'UFAP UNSA Justice, ni à quelconque syndicat. Le mouvement des personnels leur appartient. Les organisations syndicales sont là aujourd'hui uniquement pour servir de courroie de transmission, avec des plateformes revendicatives qui sont effectivement différentes les unes des autres. Aujourd'hui, moi, ce que je regrette, c'est que Madame Belloubet a... Ce n'est plus le bon interlocuteur. Non, c'est pas là la question, parce qu'on n'est pas là pour faire ou défaire des ministres. Nous, c'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est véritablement la défense des intérêts des personnels. Mais je dirais qu'aujourd'hui, je pense qu'elle a commis une petite erreur stratégique en ne réunissant pas à nouveau l'ensemble des organisations syndicales autour d'une même table. Parce qu'il ne faut pas oublier que devant les portes, les personnels se moquent bien de savoir quelle est leur appartenance syndicale. Voire il y a même des non-syndiqués. Donc aujourd'hui, recevoir l'UFAP UNSA, puis FO, puis la CGT, c'est essayer quelque part de diviser les personnels entre eux, alors que ce n'est pas le cas, et qu'il ne faut surtout pas en arriver là, parce qu'une fois que le mouvement est terminé, il faut garder à l'esprit qu'ils vont retourner à l'intérieur des établissements, et que si cette solidarité et cet esprit d'équipe venaient à être cassés par une attitude comme celle-là, ce serait vraiment dangereux aussi pour eux. Donc on verra bien. Maintenant, la parole appartient au terrain et c'est lui qui décidera, uniquement lui, des suites de ce mouvement. Bien, merci Wilfried Fonck d'être venu sur ce plateau. Merci à vous Pascal Savoldelli et merci Catherine Procaccia. Merci beaucoup Philippe Combessis. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Public Sénat.